The international system is facing accelerated transitions as competition between the great powers intensifies. Join this important dialogue with the Kingston Consortium on International Security. Il me fait plaisir de vous présenter le prochain modérateur, le Dr. Mark Azoa. Il est chercheur principal au Collège de défense de l'OTAN à Rome. Ses recherches portent sur le rôle des relations de l'OTAN et les relations OTAN-Russie avec les pays avoisinants. Il va mener la discussion de ce panel sur la diplomatie et la coopération internationale. Et nous avons également un panéliste qui est en ligne. À vous maintenant, Monsieur Ozawa. Merci beaucoup. J'aimerais aussi vous vous donner les salutations de notre directeur. Il nous fait plaisir de participer à cette conférence encore une fois et merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'être le modérateur de ce panel. Personnellement, j'ai profité de mes études en Alaska et à l'université à Yakout en Russie, donc c'est un sujet de grande importance à mes yeux. Ce panel mettra l'accent sur le potentiel de coopération internationale dans le Grand Nord. Hier, je crois, nous avons discuté de la compétition et de la défense dans le Grand Nord, et c'était du point de vue des États. Et dans la même veine que la question posée par le général Burkhead et les deux voies qui sont devant nous, donc la possibilité d'une intervention militaire d'un côté ou la voie plus compliquée de l'autre côté. Et aujourd'hui, nous allons explorer cette deuxième possibilité. Hier, lors d'un panel, on a parlé de deux voies différentes et jusqu'à quel point les joueurs non étatiques peuvent jouer un rôle. Et on va explorer ce point aussi. Si ce n'est pas lors des présentations, ça sera à la période des questions et réponses. Très brièvement, je vais vous présenter chacun des conférenciers, mais j'aimerais que vous lisiez leur biographie complète dans le programme de l'événement. En premier, nous avons une conférencière de Finlande qui sera là de façon virtuelle. Rauna Kaukonen est professeure de recherche en études autochtones arctiques à l'Université de Laponie, professeure adjointe à l'Université de Toronto et boursier de l'initiative Arctic Fulbright. Elle est de Otioke. Elle a vécu au Canada pendant 20 ans. Ensuite, c'est la Dr. Leah Sarson, qui est professeure adjointe des relations internationales à l'Université Dalhousie. Et elle est un fellow au Centre Dalhousie pour le Centre de sécurité et de développement. Son travail explore les politiques dans les ressources extractives et en général, elle s'intéresse à la politique étrangère canadienne, les relations internationales, le genre et l'Arctique. Ensuite, nous avons Madame Madeleine Redfern, qui est basée à Iqaluit et qui participe activement aux technologies transformatrices dans les domaines des télécommunications, du transport et de l'énergie. Madame Redfern est directrice du Nord de Arctic 360 et elle est aussi la directrice d'exploitation de CanArctic Inuit Networks Inc., qui s'est engagée à construire 3000 km de câbles à fibre optique dans l'Arctique canadien afin d'améliorer considérablement les télécommunications dans le Nunangat et le Nunavut. Et nous avons le Dr. Mark Riley, qui est le gestionnaire de programme pour l'Arctique et l'expérimentation sur le terrain au sein du domaine d'intervention stratégique pour la défense de l'Amérique du Nord.
Actuellement, il est le chef du groupe de travail canadien au sein du programme de coopération pour la recherche polaire, qu'on appelle ICE. Alors, sur ce, je vais céder la parole au Dr. Bookman. Je ne sais pas si vous êtes toujours connecté, en fait plutôt Dr. Kuokkanen. Alors, Dr. Kuokkanen, je vous cède la parole. Merci, Marc. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à participer à ce panel. Je vais commencer à partager mon écran et j'espère que ça va bien fonctionner. Alors, il s'agit de la diplomatie autochtone arctique à la nouvelle ère. En 1989, j- en fait, je suis rendue sur un petit village où on a 2800 habitants. Et c'est le plus grand village sami sur la péninsule. À gauche, sur ma diapo, vous allez voir que le point rouge représente le village et le point noir, c'est ma ville natale. Et en bas, vous voyez le point bleu, ça c'est la ville où je travaille et c'est à partir de là que je vous appelle. Alors, je vous salue du cercle arctique aujourd'hui. La zone grise vous indique le territoire Sami. Alors, le voyage en 1989 était 2 ans avant la dissolution officielle de l'Union soviétique, au moment où le rideau de fer se levait. Alors, pour la première fois, on pouvait se rendre sur le territoire sami et il y avait beaucoup de joie des deux côtés lors de ce voyage. Depuis ce moment-là, en 33 ans, beaucoup s'est produit depuis dans le contexte de la collaboration avec les Samis. Il y a eu une inclusion du russe dans le Conseil Sami. Un ONG Sami a été établi en 1956. Depuis le début du mouvement autochtone, le Conseil Sami, avec le Conseil circumpolaire, était à l'avant-garde de la diplomatie et de la coopération internationale. Le Conseil Sami et le ICC ont travaillé ensemble pour établir le premier Conseil mondial des peuples autochtones à Port Alberni en Colombie-Britannique en 1975. Et ensuite, le groupe de l'ONU sur les populations autochtones, suivi par le groupe des enjeux autochtones de l'ONU. Les ONG sont aussi les fondateurs du Conseil de l'Arctique. Et ensuite, il y a le regroupement des Russes du Nord, donc 40 groupes de personnes qui vivent dans le nord de la Fédération russe. Beaucoup de choses ont été écrites sur ce sujet. On parle des défis et des succès. Et je ne veux pas vous parler de ça aujourd'hui. J'aimerais vous parler brièvement de la nouvelle ère de la diplomatie autochtone lors de en fait, à l'époque d'aujourd'hui, avec une guerre et des changements climatiques. Pendant la visite qui représentait une célébration et la fin de la guerre froide, je croyais que personne ne pouvait imaginer que le rideau de fer allait tomber et que la collaboration avec les Samis allait être impossible ou sinon très difficile. Suite à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, les Samis étaient dans une situation très difficile et devaient avancer avec prudence pour ne pas mettre en péril leurs membres en Russie. Plus tard, en avril de cette année, le Conseil Sami était forcé à discuter avec les membres en Russie parce qu'il y avait cette question d'appuyer l'intervention militaire spéciale de la Russie. L'Association des Samis était l'un des signataires de cet énoncé. Jusqu'à là, le Conseil Sami
essayé de collaborer avec les Samis en Russie, mais à certaines manières, nous sommes en train de revivre cette situation où les Samis en fait, ont très peu de contact avec les Samis en Russie. Cette circonstance n'est pas tout à fait nouvelle, étant donné les 3 ans de la pandémie. Et au printemps 2020, on a fermé toutes les frontières entre le territoire sami et c'est devenu 4 États-nations. Les conséquences de ces fermetures de frontières a déjà nui à la collaboration des Samis et ce sera difficile pour les Samis de mener leur travail de diplomatie internationale au sein des organismes internationaux tels que l'ONU et le Conseil de l'Arctique, si et quand le Conseil de l'Arctique reprend ses activités. Le Conseil est un conseil intergouvernemental. Il inclut les peuples autochtones comme participants permanents qui ont un droit de consultation total au sein du Conseil. Ça, c'était la diapositive précédente parce qu'à l'heure actuelle, il y a 6 organisations. Le Conseil de l'Arctique essaie d'avoir une activité engagée. Mais le problème, c'est que les participants permanents n'ont pas été consultés concernant la suspension qui a été lancée au début de l'année. Et donc, il semble que l'on néglige les obligations de consultation dans certains cas. Ça a été le cas lorsque, par exemple, les frontières du Nord ont été fermées pendant la pandémie, même si les communautés samis occupent plusieurs États et cette clôture les a touchés de près. Certains, par exemple, ont des membres de la famille qui vivent de l'autre côté de la frontière. Et donc, cette fermeture des frontières a eu un effet économique, culturel et personnel. La survie de certaines personnes, de certains services a été touchée. Les services communautaires ont dû être suspendus dans certains cas. Et toute collaboration transfrontière entre les institutions samis a été interrompue. L'Arctique est une zone où plus de 40 peuples autochtones vivent depuis des milliers d'années. On parle ici d'1 million de personnes pour cette population arctique au total. Il y a donc un intérêt économique et stratégique pour cette région. La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé leur politique pour l'Arctique et l'un des piliers consiste à renforcer la coopération internationale dans la région arctique. L'un des principes fondamentaux est la consultation, la coordination et la cogestion des communautés et des tribus de l'Arctique. La diplomatie internationale et la collaboration qui implique ces 40 peuples est essentielle pour assurer l'avenir et la survie de ces populations dans la zone. Ces 40 peuples continuent à être impliqués dans les activités économiques et il faut absolument garantir leur accès à la terre, à l'eau, aux systèmes et aux écosystèmes. La foresterie, le tourisme, l'extraction minière et autres portent préjudice parfois aux économies de ces populations sur le long terme. L'occupation des territoires a été accélérée ces dernières années au même rythme encore que le changement climatique dont nous voyons les effets se multiplier plus rapidement dans cette zone qu'ailleurs. Et cela a des conséquences directes sur les populations locales. Il y a par exemple le permafrost, il y a la neige qui se transforme en glace, pour ne citer que ces 2 éléments.
Et tout cela a un effet direct sur la survie et les systèmes économiques de ces communautés. Il y a par exemple une pression grandissante sur les territoires des communautés autochtones en raison des industries de l'extraction et des projets visant la transition verte. La zone arctique est considérée comme un acteur mondial pour les énergies renouvelables. Mais le revers de la médaille est que ces systèmes portent atteinte aux communautés locales. Dans le domaine sanitaire, par exemple, seuls 4% n'a pas été impacté par le développement industriel. Nous avons vu, par exemple, que certaines industries ont un effet particulièrement délétère sur les communautés samis. Et les projets centrales, par exemple, à l'élevage de cerfs et aux zones de déploiement des cerfs, a eu également un impact sur les communautés. Donc, la communauté Sami est touchée de plein fouet par tous ces éléments et par toutes les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la transition verte. Je suis allée dans les territoires du Nord-Est vers Novik et ces communautés de 4000 habitants dépendent quasiment à 100% du diesel, ce qui rend cette ville, enfin cette peuplade plus exactement, l'une des plus dépendantes du diesel. On est passé du gaz naturel au diesel en raison de la faillite d'un programme de gaz. Ce diesel vient de l'Alberta du Sud. Une turbine éolienne a été construite pour essayer d'assurer l'accès à l'électricité et la survie des populations. On a réussi ainsi à diminuer de 30% la dépendance à l'égard du diesel. Mais ce projet éolien a d'autres coûts et pose des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Outre le fait que c'est un projet qui dépasse de 20 millions de dollars le budget initial. Ces communautés sont dans un état d'insécurité totale en raison de leur éloignement, en raison de leur localisation. Et la gouvernance énergétique coloniale n'a fait qu'accentuer cet isolement. On parle beaucoup des énergies d'extraction, mais qui créent peu d'avantages pour les populations. Et c'est pourquoi ces dernières années, elles essaient de contrôler la production d'énergie et donc la sécurité énergétique et la gouvernance. Ces projets incluent l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Mais les politiques nationales limitent très souvent les opportunités pour que ces communautés entrent sur le marché. Il existe des barrières institutionnelles pour le développement des projets d'énergie renouvelable. La bureaucratie dans les territoires du Nord-Est est réelle, surtout pour les marchés énergétiques. Et cela pose des problèmes aux communautés qui ne peuvent pas participer à certains projets ou les mener. Comme le montre ce projet éolien que j'évoquais, dans l'article, l'absence d'infrastructures rend tout déploiement de projets plus cher, plus difficile également. Un certain nombre d'universitaires ont noté que les communautés valorisent les projets d'énergie renouvelable pour des raisons économiques, de fiabilité, de collaboration, de communauté, de confiance, de préoccupation énergétique et d'énergie. Une récente étude menée entre autres par Mackey sur la région de Newwick démontre cependant que la notion d'énergie renouvelable communautaire est trop simpliste dans un paysage de gouvernance beaucoup plus complexe. L'étude de 2021 montre qu'il faut des approches de la base vers le haut
mais qu'il faut tenir compte des différentes interactions et des rôles des différents acteurs. Il y a beaucoup d'intervenants qui rentrent dans la gouvernance énergétique et les niveaux gouvernementaux les plus élevés sont responsables de l'orientation et des décisions politiques. Et ensuite, c'est appliqué au niveau communautaire par les communautés. Et cela explique peut-être pourquoi le niveau de participation et d'engagement n'est pas aussi élevé qu'on le souhaiterait. Donc, il faut revenir sur ce niveau d'engagement dans la zone que j'évoquais. Les préoccupations énergétiques pour toutes les peuplades du Nord sont les mêmes. L'éclairage, le chauffage des communautés, car les hivers sont longs et sombres. Dans certaines régions, on essaye de passer à l'éolien. Mais si l'insécurité énergétique est partagée, les solutions, elles, ne le sont pas. Le thème de notre panel est la diplomatie et la collaboration internationale. Et donc, j'aimerais conclure avec quelques remarques qui, selon moi, n'ont pas fait l'objet d'une grande attention de la part des spécialistes. Lorsque je parle de la diplomatie énergétique des communautés, je parle d'un mouvement qui a commencé avec la deuxième crise énergétique. L'objectif était de garantir la sécurité énergétique des populations. Aujourd'hui, la diplomatie énergétique est considérée comme un outil de politique étrangère pour avoir accès aux ressources énergétiques et au marché par le biais du dialogue, de la négociation, du lobbying. L'émergence de cette diplomatie a un impact sur l'économie nationale et sur la politique énergétique. Par exemple, en Union européenne, on voit que cette diplomatie accélère la transition énergétique. Les peuples de l'Arctique ne sont pas en mesure de faire de la diplomatie énergétique de façon conventionnelle. Ils ne sont pas non plus investis des responsabilités de sécurité nationale. Très souvent, on parle de la transition pour s'éloigner de minerais, de combustibles fossiles, et on envisage également des développements à grande échelle, que ce soit de l'éolien ou de l'hydrologique. Et donc, la diplomatie de ces peuples n'est pas toujours celle que l'on entend ailleurs. Dans le Nord, dans le Grand Nord, il faut absolument compter sur la participation des peuples, la gouvernance, la mise en œuvre, la construction, bref, l'engagement des populations. De façon générale, les Samis, les Inuits et d'autres participent déjà à la diplomatie énergétique, et ce depuis des décennies. On pourrait d'ailleurs dire qu'en partie, cette diplomatie a toujours concerné l'énergie et les projets énergétiques. La diplomatie énergétique a cependant atteint un niveau différent au cours des dernières années. La diplomatie énergétique de l'Arctique démontre que si les peuples partagent de nombreux points communs et de nombreuses préoccupations, il existe cependant de grandes différences d'une région à l'autre, d'un peuple à l'autre concernant la sécurité et le développement énergétique. Les problèmes communs d'un bout à l'autre de l'échiquier, et que si ces peuples font de la diplomatie énergétique depuis longtemps, même sous un autre nom, elle a souvent été ignorée par les autres intervenants. Les 8 États arctiques au sein du Conseil de l'Arctique et ailleurs se sont engagés à collaborer avec les peuples de l'Arctique. On attend également des cadres politiques des États d'Arctique tiennent compte de la diplomatie énergétique et la prennent au sérieux. Et si ce n'est pas le cas, les peuples autochtones devront recourir
à des protestations, des manifestations et autres pour défendre leurs intérêts. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kokanang. Vous nourrissez notre réflexion et cette expression de diplomatie énergétique communautaire fait écho avec certains points que nous avons abordés hier. Donc, j'espère que lors de la discussion, nous reviendrons sur ces questions. Maintenant, je donne la parole à Madame Sarson. Bonjour. Permettez-moi de remercier Monsieur Von Laake, son équipe, enfin Maureen et son équipe d'avoir organisé cet événement. Alors, je m'organise un petit peu. D'emblée, je vous prie de m'excuser lorsque j'écrivais hier soir certains mots comme indigène, sécurité, autochtone, etc. Et j'avais un problème de PowerPoint. Alors, ce qui est formidable lorsque l'on intervient le deuxième jour, c'est que l'on peut rebondir sur les réflexions du premier jour. Ce qui m'a frappé hier, c'est cette division entre ces panels qui reconnaissent l'importance des peuples autochtones en Arctique, qui reconnaissent l'existence de ces peuples, et ces panels qui ne le font pas, qui ne mentionnent pas toutes ces personnes qui travaillent et qui vivent dans ces régions. Et donc, comme ma prédécessrice, eh bien, je vais mettre l'accent sur la diplomatie et parler du Canada. Il est important de rappeler que nous ne pourrions pas avoir cette discussion si nous ne priorisions pas les besoins des peuples qui vivent dans l'Arctique. Les gens dont les terres sont concernées. Hier, on a parlé des menaces. Les menaces ne sont pas nécessairement militaires, conventionnelles. Cela a été dit hier. Beaucoup d'universitaires, de spécialistes parlent de la vie quotidienne. Et ça, ce sont des menaces qui sont beaucoup plus urgentes, comme par exemple les questions socio-économiques, la violence contre les femmes, le logement, les soins de santé. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Le leadership autochtone reconnaît tout cela. Et comme cela a été dit hier, on reconnaît qu'il faut des solutions à ces problèmes. Il y existe des solutions, mais les solutions passent toujours par le capital. Alors, si on revient au thème de notre panel ici, diplomatie et coopération internationale, comment faire le pont entre tous ces éléments? Ce besoin en capital peut encourager des investissements à large échelle. La littérature sur la diplomatie autochtone, la diplomatie à différents niveaux, reconnaît que toutes ces activités diplomatiques menées par des acteurs non étatiques sont encouragées, sont déclenchées par cette recherche d'investissement, donc cette recherche de capital. Dans la plupart des cas, ces activités sont alignées sur les priorités de l'État. Dans le cas qui me concerne, c'est le Canada. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, il faut le reconnaître. On a parlé des infrastructures ces 2 jours, on a parlé d'extraction minière, de ressources. Ce sont des domaines d'investissement massif qui exigent beaucoup de capital. Nous savons que le coût de tout investissement dans le Nord est 2,5 fois plus élevé que le même développement dans le Sud. Et nous savons également que les gouvernements autochtones essayent de mener ces projets dans le Nord. Ils essaient de faire comprendre quels sont les besoins locaux.
Et cela conduit certains de ces gouvernements, certaines de ces communautés à se tourner vers le secteur privé pour obtenir ces investissements massifs. Par ailleurs, nous savons que l'Arctique se réchauffe à un rythme accéléré et dans l'Arctique canadien, nous allons assister à ce réchauffement de façon plus accentuée qu'ailleurs. Et cela va avoir un impact sur les pipelines, sur les ports, les aéroports, toutes les infrastructures de la région. Et les coûts projetés s'élèvent à des milliards de dollars. Et cela conduit les gouvernements autochtones et tous les gouvernements en réalité à se tourner vers le secteur privé pour financer ces projets. En parallèle de ces mutations rapides, il y a la mobilisation croissante des gouvernements, des communautés, des peuples autochtones. Il y a une reconnaissance nationale et internationale des droits des communautés autochtones, on en a parlé hier. Les réformes de politique des entreprises, c'est-à-dire consulter les populations locales et le renforcement des institutions nationales. Tout cela joue un rôle très important dans la dynamique, dans le contexte politique qui permet à la diplomatie de se faire dans la région. Donc, il y a des leaderships des gouvernements autochtones dans la région qui cherchent des financements et on a des entités étrangères, des gouvernements étrangers qui cherchent des opportunités d'investissement. Plusieurs États d'Asie de l'Est essayent de se positionner vis-à-vis de ces opportunités. L'expertise asiatique, la technologie, comme les chantiers navals, les bris de glace, certains projets de fabrication, les ports, les infrastructures routières, les ressources financières massives qu'ils peuvent apporter, eh bien, tout cela permet à certains États asiatiques d'avoir une portée non négligeable. On a beaucoup parlé de l'investissement chinois dans les infrastructures canadiennes. Mais très souvent, tous ces pourparlers ignorent les communautés autochtones. Les investisseurs, les universitaires, les décideurs, etc. sont tous impliqués. En 2019, un document sur cette question comprend un chapitre sur l'investissement asiatique et dit spécifiquement que les communautés autochtones ne sont pas consultées. Concernant l'investissement étranger, nous savons qu'il y a des questions de sécurité. Cela fait l'objet de nombreux écrits, tout comme d'ailleurs les infrastructures. Et on parle beaucoup de la stratégie chinoise. Nous savons que la Chine, pour l'instant, met beaucoup plus l'accent sur le Groenland et la Russie que sur le Canada, mais cela n'invalide pas le fait que dans la zone de la Laponie et dans certaines zones de l'Arctique, eh bien, les Chinois sont très présents, les avoirs chinois sont très présents. Et le Canada le sait bien, les gens ici le savent bien. La Chine n'est pas un partenaire fiable pour le Canada. Que l'engagement chinois dans la région soit purement commercial ou pas, nous voyons qu'il y a des échecs de collaboration. Il y a par exemple eu le développement d'un vaccin il y a 2 ans contre la COVID. Donc, nous savons que la Chine n'est pas un partenaire fiable. Au Groenland, nous voyons que la Chine essaye d'être précurseur de certaines intentions qu'elle souhaiterait ensuite appliquer au Canada. Le Pentagone s'inquiète des investissements menés par la Chine au Groenland avec le développement d'aéroports, par exemple. Et ces préoccupations ne sont pas indues. Voyons ce qui s'est passé au Sri Lanka. Le Sri Lanka a dû accorder
une licence de 90 ans à la Chine pour la construction d'un port parce que le gouvernement n'était pas en mesure de financer lui-même cette construction et il a dû vendre son terrain à la Chine. Eh bien, nous voyons un petit peu les mêmes tactiques chinoises au Groenland avec une vue sur le Canada. Il y a par exemple plusieurs projets d'extraction minière. Il y a également les projets dans le nord du Québec, les Grands Lacs, le projet Grease Bay. Ce sont des projets massifs d'infrastructures. Il y a également Bay Road. Peut-être que d'autres que moi en parleront. Donc, on voit là vraiment des projets de construction de nations. Et ces projets exigent vraiment le soutien des populations. Bon, je parle beaucoup de la Chine, mais ce n'est pas le seul pays asiatique. Il y a également Singapour et la Corée du Sud. Ce sont des pays qui sont devenus observateurs en même temps que la Chine et qui sont impliqués et qui sont intéressés par le développement de relations avec le Conseil de l'Arctique. Singapour, par exemple, voudrait renforcer son rôle dans les chantiers navals, dans l'industrie navale de façon générale, en investissant dans certains ports. Et toujours, comme c'est toujours le cas en Arctique, on ne peut pas distinguer la question des infrastructures aux questions minières, d'autonomie et de gouvernance. Les intérêts de la Chine peuvent être considérés comme une voie pour que les communautés locales aient plus de pouvoir sur leur avenir. Ça a été le cas dans certaines zones du Groenland, parce que certaines communautés se sont alliées aux Chinois contre Copenhague. Les Premières Nations de la Colombie-Britannique, il y a 10 ans, ont développé ce que l'on a appelé la stratégie chinoise pour orienter ses activités à l'égard de la Chine. Les intérêts, les priorités qui n'étaient pas nécessairement alignés avec les intérêts et les priorités des gouvernements fédéraux et provinciaux. Et puis, nous voyons également les gouvernements territoriaux, donc que ce soit au niveau provincial ou fédéral, s'aligner sur certaines priorités. Donc, qu'est-ce que cela signifie en termes de diplomatie dans le Grand Nord? Eh bien, je propose 3 points. Il y a des implications claires concernant la gouvernance de l'Arctique. Il y a une toile d'institutions complexes en Arctique pour résoudre la question de la coopération. Il y a un réseau à plusieurs niveaux d'instances gouvernementales qui s'occupent de questions de sécurité conventionnelles et non conventionnelles. Et au Canada, la question sécuritaire signifie d'impliquer les responsables locaux et les responsables au niveau international. Lorsque l'on parle des questions de sécurité aujourd'hui, dans le Grand Nord, on parle de transport, une fois de plus d'infrastructures, santé, navires, surveillance, tout ce qui implique des niveaux de gouvernement plus restreints. En outre, ces niveaux, ces échelons plus bas gagnent en importance au niveau de la sécurité. Dans le cadre, par exemple, de l'accord Leinster-Québec, le gouvernement local inclut des juridictions concernant le développement local, les ressources, le transport. Et naturellement, tout cela renvoie aux questions de sécurité. Il y a une multiplicité d'acteurs dans le Grand Nord et cette multiplicité augmente. Et cela engendre des points de friction qui ne cessent d'augmenter. L'activité mondiale des peuples autochtones, des gouvernements et des peuples dans le Grand Nord
souligne la nécessité d'avoir des dispositions nationales qui reconnaissent les droits et l'autonomie des peuples autochtones, mais qui reconnaissent également qu'il y a des implications sur la conception des politiques. Cette dynamique de changement a des retombées au niveau national, bien entendu, mais au niveau international aussi. Deuxième point, l'implication sur la construction de nos relations. Hier, on a parlé du souhait du capital pour la prévisibilité, pour la stabilité. Parmi les objectifs du Canada à l'égard des peuples autochtones, il y a cette certitude, ce capital sûreté en garantissant l'accès à la terre. On parle de renforcement de l'autonomie et de droits des autochtones et de la baisse de prévisibilité pour les investissements étrangers. Au fur et à mesure que ces organisations autochtones, quelle que soit leur forme, agissent de façon de plus en plus visible dans le monde pour défendre leurs intérêts, eh bien, la réalité et la perception de ce chevauchement de l'autorité au Canada pose la question de qui contrôle quoi. À l'heure actuelle, par exemple, il y a un plan de développement du sol pour des projets dans certaines zones et on s'interroge sur l'appartenance de la terre. Est-ce que ce sont les pères fondateurs? Donc voilà le degré d'incertitude ou de certitude que j'évoquais tout à l'heure. Et la meilleure façon d'atténuer cela, c'est d'investir dans les relations du Grand Nord. Il faut mettre l'accent sur les partenariats, la collaboration et la confiance. Et je crois que c'est une bonne transition vers mon troisième point à retenir. Bon, il y a des répercussions pour la sécurité, les priorités en la matière pour le Canada. Il y a un lien avec l'autorité du Canada ou sa capacité de contrôler la situation. Beaucoup de pays de l'OCDE ont adopté des règlements stricts pour les entités détenues par l'État, surtout dans le cas de la Chine. Les préoccupations de sécurité comprennent la compétition injuste, l'acquisition des technologies à double utilisation, l'interférence politique et ainsi de suite. En décembre 2020, et je crois que Mme Redfern en a parlé l'autre jour, TMAC Resources a été bloqué par le Canada, une compagnie minière canadienne avec des activités avait des activités en Chine et le tout a été bloqué aussi suite à un examen de sécurité. Et en 2012, il y a eu une entente entre TMAC et l'association inuit locale. Et il y avait une entente avec d'autres organismes inuits de revendication territoriale aussi. Et il y a eu beaucoup de reportages dans les médias qui disaient que le service du renseignement avait investi des ressources et tout ça par rapport aux Inuits et aux gens en Chine. Pour conclure, j'aimerais insister sur le fait qu'on réfléchit à la coopération internationale dans l'Arctique et le fait que l'engagement politique des Autochtones change. Et tout ça nous force à repenser nos questions qu'on a posées au cours des derniers jours. Les personnes autochtones, les gouvernements autochtones et les organismes autochtones remettent en question la capacité du Canada d'établir un programme dans l'Arctique. Et je ne suis pas certaine si les discussions qu'on a eues au cours des derniers jours ont reconnu ce fait. Alors, je vais m'arrêter là et j'ai bien hâte de prendre vos questions. Merci. Merci beaucoup, Dr. Sarson. C'était complémentaire par rapport aux autres discussions. Madame Redfern,
Redford, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je suis la seule personne qui n'est pas docteur sur ce panel. En fait, j'ai remplacé le docteur Jessica Shadian, qui est ma collègue, et est à Reykjavik où j'allais être, mais j'ai regardé la programmation de cette conférence et j'ai décidé qu'il était plus important pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Je suis ravie d'être ici et merci pour les références aux personnes autochtones dans le Nord. C'est extrêmement important. C'est là où nous vivons, c'est là où reste notre histoire, nos familles sont là et notre avenir est là aussi. Aujourd'hui, je m'adresse à vous de trois différentes perspectives. D'abord, je suis quelqu'un qui vit et qui travaille dans l'Arctique en tant que femme autochtone. Je suis aussi en affaires, je suis ancienne politique et je suis la directrice de Arctic 360, donc qui est le seul groupe de réflexion de l'Arctique. Il y a beaucoup de gens du Nord qui sont très actifs et nous portons beaucoup, beaucoup de chapeaux. Alors, Sedna Link est une entreprise où je suis la chef d'exploitation. J'ai décidé de devenir, en fait, de participer à cette entreprise parce que lorsque j'étais mairesse d'Iqaluit, la capitale de Nunavut, jusqu'en 2012, eh bien, j'ai appris très rapidement quels étaient les enjeux de la communauté. Et ce n'était pas simplement de garantir l'approvisionnement en eau à la ville, ce qui est un problème, mais le fait que on doit faire ramasser les déchets, faire enlever la neige. Il, il faut s'assurer qu'il y ait des services de communication, avoir du transport et ainsi de suite. Et je peux vous dire que le tout, en fait, tous ces aspects sont interreliés. En octobre 2012, vous vous souviendrez peut-être ou peut-être pas, parce que c'était avant la pandémie. Et déjà, je trouve que j'ai de la difficulté à me rappeler des choses qui se sont produites avant 2020. Mais en tout cas, le satellite Telesat était en panne pendant 22 heures environ. Alors, la portion nord du Canada avait une période noire en télécommunications. Je ne parle pas uniquement des territoires du Nord-Ouest ou du Yukon ou du Nunavut, donc les parties nord du province. C'était la section au complet. On ne pouvait pas faire d'appel, on n'avait aucun accès à l'Internet. Les avions devaient atterrir, à moins que l'avion avait un téléphone SAT, et la compagnie aérienne avait la permission de voler, étant donné qu'ils assumaient les risques. J'étais censée rentrer chez moi par avion ce jour-là. J'étais dans une chambre d'hôtel à Ottawa. J'avais déjà lu un rapport qui était publié l'année euh, av- avant. Et dans ce rapport, on disait que la situation des télécommunications du Nord au Canada était dans un état critique et donc très vulnérable. Alors, le rapport ne faisait que souligner la réalité. Et c'était beaucoup pire ce que les Canadiens ont vécu cet été avec la panne de Rogers. Bon, en fait, ils ne pouvaient pas retirer des sous de leur compte bancaire ou ils ne pouvaient pas payer pour leur essence ou leur épicerie. Même en 2022, cet enjeu demeure problématique. Et sur mon territoire, on est 100% dépendant des satellites. 50 millions de dollars ont été investis par le gouvernement fédéral afin d'améliorer, entre guillemets, la connectivité. Mais ce qui s'est produit, c'est que cet investissement, oui, a amélioré la vitesse. La vitesse est 3 fois plus élevée, 3 mégaoctets par seconde à 15 mégaoctets par seconde. Ah ouais, mais c'est 3 fois plus vite, mais c'est encore de la merde. Donc, mais encore pire, la mise à niveau du système a rendu nos communications encore plus vulnérables. Lorsque la météo est mauvaise, et parfois c'est simplement de la pluie, les nuages, un orage, peu importe, notre connectivité baisse à 1 ou 2
mégaoctets par seconde, même 0 mégaoctets par seconde. Pendant la pandémie, c'était particulièrement difficile parce que tout le monde a passé aux plateformes virtuelles comme Teams ou Zoom. Et très souvent, je ne pouvais pas me connecter. Et j'essayais d'expliquer à ces organismes pourquoi. Il fallait toujours un plan B ou un plan C lorsqu'il y avait une réunion Zoom. Alors, c'était souvent une boîte noire ou bien je devais appeler par téléphone. Alors, ça limitait ma participation et ça, en fait, ça témoigne euh, du problème auquel on fait face. Eh bien, on dit aux gens, oh, je ne pourrais peut-être pas me connecter parce que c'est nuageux. Et les gens ne comprennent pas et disent, ben, ça n'a rien à voir. On dirait un enfant qui dit qu'il n'a pas pu faire ses devoirs parce que le chien l'a mangé. À un moment donné, un ministre était en mode de panique. On avait une réunion où tous les ministres du fédéral et des provinces et territoires étaient là sur la question du développement. Et la ministre, en fait, on avait sauvegardé la présentation du ministre dans le nuage et elle s'était pas rendue compte que ça n'allait pas fonctionner à Iqaluit et elle ne l'avait pas sauvegardé ailleurs. J'ai commencé à m'intéresser au problème des télécommunications parce que c'était un problème quotidien chez moi. Et au cours des 6 derniers mois, je crois que la GRC a émis plusieurs avis publics en disant que si quelqu'un avait besoin de leur service parce que les télécommunications étaient en panne, eh bien, la personne devrait se présenter physiquement sur les lieux et dire j'ai besoin de l'aide. Eh bien, imaginez comment c'est inefficace lorsqu'on est dans une situation de violence conjugale ou que quelqu'un subit une crise cardiaque. Quand on parle de notre infrastructure qui est en état critique, eh bien, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est une question de vie ou de mort à certains moments. Alors voilà, c'était mon introduction au sujet. Ça vous explique pourquoi je me suis intéressée aux télécommunications. Et je vais vous dire que je suis la conseillère spéciale au laboratoire nucléaire canadien et la corporation ultra-sécuritaire et aussi un autre groupe de travail sur les SMR, c'est des modules nucléaires. Mais je vous dirais que l'énergie est essentielle pour les télécommunications. Donc, quand on travaille sur les câbles à fibre optique, eh bien, l'énergie est un facteur essentiel qui doit être bien en place. Le Canada, le Nunavut est le nouveau territoire au Canada établi en 99. Il fallait 30 ans pour négocier l'entente. Je vais faire ça très rapidement parce que ce n'est pas tout le monde qui sait où se situe le Nunavut. Nous avons environ 38 000 personnes sur plus de 2 millions de kilomètres carrés. 85 de la population est autochtone et inuit. Il n'y a pas de route qui vous mène jusqu'au territoire ni qui quitte le territoire. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on dépend d'une très courte saison pour le transport maritime. Et pour le reste, on l'envoie par avion et c'est très coûteux. Quelqu'un a dit quelque chose hier qui m'a rappelé de la logistique compliquée pour l'armée. Mon voisin m'a dit l'autre jour, en fait, se plaignait l'autre jour parce qu'il répare sa cuisine et il n'y a aucun silicone dans la ville d'Iqaluit pour faire sa réparation. Et comme en fait, moi j'en avais, alors j'ai pu l'aider. Mais c'est quelque chose qui doit coûter peut-être 5 dans une quincaillerie ici dans le sud, mais ça coûte environ 20 à Iqaluit. Et ce n'est même pas une matière dangereuse. J'ai sauvé un autre entrepreneur parce que j'avais quelque chose pour remplir les trous, un produit quelconque, ne me demandez pourquoi. Et j'ai pu lui donner ce que j'avais parce que c'est un produit qui est sous pression et pourrait être potentiellement dangereux. Et c'est un produit qui coûte
probablement 5 dans le sud, mais 50 Iqaluit, mais là, on ne peut même pas en trouver. L'infrastructure. Vous avez déjà entendu parler de l'infrastructure au cours des dernières journées. C'est notre priorité numéro un. La plupart de nos communautés ont été établies autour d'un magasin de la compagnie de Hudson Bay. Alors, on parle d'un homme blanc il y a 50 ans qui était la raison pour laquelle le Canada a choisi l'emplacement de nos communautés. Elle n'était pas choisie parce qu'on se disait, eh bien, cet endroit-là convient très bien à la construction des maisons ou l'approvisionnement d'eau est suffisant. Donc, on a beaucoup de communautés où on n'a pas assez d'eau pour la communauté. Est-ce que ça convient pour les transports? On a des cas où l'aéroport est beaucoup trop petit, la piste d'atterrissage est beaucoup trop courte. Et imaginez, vous envoyez l'épicerie de tout le monde sur un petit appareil qui ne transporte que 8 personnes. Et si on a une mauvaise météo, là, il faut attendre des jours et des jours. Alors, les investissements dans l'infrastructure sont insuffisants depuis longtemps. J'ai fait partie d'une commission sur la vérité. Si vous voulez vraiment comprendre l'histoire du Canada et ses relations avec les Inuits dans l'Arctique, je vous recommande de lire le rapport final. Il n'est pas difficile à comprendre. Le langage est quand même facile d'accès. C'est très accessible et il est très important parce que le rapport vous donne une idée de l'attitude schizophrénique d'Ottawa vis-à-vis le développement du Nord. Alors, selon eux, ils voulaient laisser les choses. En fait, il y avait cette option de les laisser tranquilles parce que c'était moins cher, ou l'autre option, c'était d'assimiler les gens et certaines politiques ont été développées. On n'a pas pensé au climat et aux différences de climat, aux différences de culture, aucune consultation. Et par conséquent, presque toutes les politiques adoptées avaient des répercussions très graves et néfastes sur les peuples autochtones, sur nos peuples. Et ce qui est choquant, bon, il y a cette question on se demande pourquoi nos communautés, comme elles le sont, et les relations entre les Inuits et le gouvernement. Bon, il y a la GRC et d'autres ministères du gouvernement qui ne connaissaient pas du tout leur histoire. Et très souvent, ils célébraient une version romantisée des peuples autochtones. Et même, il y a un terme que j'utilise, c'est le racisme romantique. Plusieurs facteurs contribuaient à l'intérêt du Canada par le Nord, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, le développement et l'exploitation des ressources, la sécurité, développer une économie. En fait, tout ça se manifeste aujourd'hui. Ce sont les mêmes pressions et les mêmes priorités qui se manifestent aujourd'hui. Et ce que je crains, c'est que si on ne connaît pas notre histoire, on va répéter les mêmes erreurs. Et je le vois déjà. Bon, je viens de parler de ces points-là. Ce que j'aimerais ajouter, même avec des investissements par le passé, c'était seulement pour l'armée ou pour les activités militaires, que ce soit pour les satellites, pour surveiller les conditions de glace ou le transport maritime ou les installations portuaires. Il est très important de nous inclure parce que nous avons de l'expertise. Et si on veut être honnête, nous avons des chasseurs, des rangers, des jeunes. Nous sommes très intéressés par la technologie. On n'aurait pas survécu dans notre environnement sans la technologie. Il y a eu des exercices de l'opération Nanook, il y a eu des événements difficiles et on a appris que leurs rangers savent ce qu'ils font. Donc, quand les rangers disent
on doit s'arrêter et installer notre campement parce qu'il y a un orage qui s'en vient. Eh bien, les techniciens disent, ah, on a regardé les prévisions météorologiques, ça a l'air correct, mais on a vu plus tard que l'orage a bel et bien frappé et c'est beaucoup plus difficile d'installer son campement dans ces conditions-là. Il y a eu un autre exercice où quelqu'un avait regardé la carte et croyait que la meilleure voie, c'était par là. Et la personne inuit a dit non, vous ne pouvez pas passer par là parce qu'il y a un champ rempli de grosses roches, c'est impossible de le traverser. Et ce qui s'est passé, eh bien, ils ont tenté de traverser le champ quand même. Leurs machines sont tombées en panne, il y a eu des accidents. Alors, c'était un exercice échoué. Mais le résultat était des leçons tirées au moins, c'est-à-dire écouter les personnes autochtones qui sont les experts en la matière. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai eu des discussions avec des Inuits, des chasseurs, des aînés et des rangers. Et l'armée est parmi l'un des meilleurs représentants du gouvernement et parce qu'il travaille bien avec elle travaille bien avec les communautés. Bon, je ne veux pas trop parler de ce sujet-là. Quand on dit que la sécurité nationale du Canada est très importante, surtout dans l'Arctique, je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, on a dit que euh, nombreux de nos gens ont des problèmes quotidiens. Certains ont dit, ben, eh bien, qu'est-ce que le Canada protège? Est-ce que vous protégez nos taux très élevés en suicide ou le fait que nous avons 16 personnes qui habitent dans un appartement de 2 chambres à coucher? Est-ce que vous protégez notre sécurité alimentaire ou quoi? Si on ne voit pas le résultat de ces investissements dans nos infrastructures ou dans nos gens pour qu'ils puissent participer au développement et à la protection du Nord, eh bien, si on ne les voit pas, c'est critique par rapport aux investissements étrangers et c'est fondé parce qu'il y a un risque élevé puisque la Chine n'est pas stable et fiable. Mais en réalité, beaucoup de nos gens dans le Nord, les personnes autochtones surtout, croient que les entreprises du Sud qui sont appuyées par le gouvernement ou qui reçoivent même des fonds du gouvernement, en fait, c'est quelque chose qui nous est très étranger parce que on ne peut pas tirer le plus de profit possible. Et j'étais très surprise quand je me suis rendue à Rankin Inlet. Malgré les taux de diplomation élevés pour les menuisiers, 85 seulement une personne, seulement un diplômé sur 10 réussit à décrocher un emploi. Et c'est dans un village où il y a des centaines de millions de dollars de construction. Donc, nous devons absolument faire mieux. Ce sujet-là, je l'ai déjà abordé, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Nous avons entendu qu'il existe des milliards de dollars pour l'infrastructure et pour l'énergie et pour le transport et les télécommunications. On l'a entendu hier, en général, nous n'avons pas de stratégie. Lorsque nous en avons, par exemple, une stratégie pour les télécommunications, ce n'est pas une stratégie que je comprends en tant que femme d'affaires. Je me suis rendu compte qu'il existe une différence entre une stratégie politique qui est plutôt visionnaire. Bon, quel serait un autre mot? Quelqu'un l'a dit hier. C'est quelque chose qui aura lieu à l'avenir, mais on ne sait pas trop comment on va s'y rendre. Mais on ne sait pas quels projets de télécommunications seront menés, par qui, combien ça va coûter et à quelle date. Alors, d'un côté, le processus concurrentiel devrait être bien, mais le défi demeure que très souvent, les programmes élaborés, surtout à Ottawa, n'ont pas tenu compte des défis de la construction de l'infrastructure dans le Nord. Il faut, il faut permettre aux personnes autochtones de participer au secteur des télécommunications, alors qu'on était exclus de ce secteur traditionnellement. Il existe un fonds
qui ne permet pas euh, un dédoublement. Donc, lorsque il y a un câble à fibre optique en Colombie-Britannique, au Yukon, au territoire du Nord-Ouest, eh bien, lorsqu'il y a une coupure du câble là-bas, il y a une période noire, un blackout pour toute la région. Je sais que l'armée canadienne comprend le- la valeur de ce qu'on appelle le redundancy. Donc, il faut agir de façon plus intelligente. Il faut que ça soit polyvalent et que les avantages soient multiples. Les investissements doivent être faits et ça doit être dans l'intérêt de la communauté, mais ça doit être aussi dans l'intérêt de la sécurité et de la défense. J'ai discuté avec des gens dans les plus hauts échelons de l'armée et un monsieur qui était dans l'OTAN avant. Et son idée était de préparer l'armée canadienne à l'avenir et de penser aux besoins de l'armée pour les 20 à 50 prochaines années, y compris pour l'Arctique. La même infrastructure, les mêmes services sont nécessaires par, pour l'armée et pour la communauté. Donc oui, il y a une certaine harmonie entre la réflexion de l'armée et nous dans le Nord quant à nos besoins. Et je ne peux pas dire de même pour les autres ministères fédéraux qui envoient de l'argent pour un investissement. Bon, on ne veut rien qui nous touche, mais sans notre participation. C'est une phrase qu'on entend souvent, nos leaders le disent aussi, mais ça va encore plus loin parce qu'on ne veut que rien, en fait, on ne veut pas que les choses qui nous touchent soient élaborées sans qu'on y participe. Nous avons des organismes autochtones, nous avons des entreprises inuits, entre autres, et c'est une bonne chose. Mais lorsque vous rencontrez des représentants de ces entités, il faut veiller à ce qu'une personne Inuk soit autour de la table. Quand j'étais mairesse, j'étais surprise de voir que lors des réunions, on discutait d'un enjeu, par exemple, et on avait quelqu'un du gouvernement de Nunavut et des autres organismes. On était 12 autour de la table et j'étais la seule personne Inuk. Alors, on doit faire quelque chose pour rectifier le tir. Il faut renforcer les capacités des Inuits. Il faut améliorer les réseaux professionnels aussi. Ah, là, je dois accélérer. On a un besoin pour l'innovation, tout à fait. L'innovation ne veut pas dire seulement la technologie. C'est notre façon de faire. Donc, les processus d'innovation. Parfois, on l'oublie. J'ai déjà parlé de ces sujets-là. Bon, un gros problème pour le Nord et pour l'armée. Non seulement le manque de bonnes télécommunications dont j'ai déjà parlé, mais le manque de données maritimes dans l'Arctique. Hier, on a entendu que l'armée veut avoir une certaine connaissance de tous les domaines. Les satellites peuvent nous donner beaucoup de renseignements sur la terre et sur l'eau, mais ce qui nous manque vraiment dans le nord du Canada, c'est les connaissances sur ce qui se passe dans l'environnement maritime. Nous savons que nous avons des changements climatiques, nous savons qu'il y a plus de transports maritimes, bon, surtout avec la Russie et la Chine. Il y a plus d'incursions, il y a beaucoup de développement technologique, les drones sous l'eau, par exemple. Et l'ampleur va prendre de plus en plus d'importance, les drones vont se rendre encore plus loin et ça va rentrer sur nos territoires. On a entendu parler du sabotage potentiel de la ligne de pétrole sous-marin. On doit être en mesure de protéger nos infrastructures sous-marines. Et il existe une occasion
non seulement de bâtir un câble jusqu'à Iqaluit parce que c'est un besoin et d'améliorer les télécommunications, mais j'aimerais aborder un autre sujet brièvement. On a manqué une grande occasion. Et c'est là où la coopération internationale est très importante et on doit tirer des leçons de nos erreurs. On a bâti un câble jusqu'à Terre-Neuve, mais il n'y a pas d'unité de branchement et ça nous a empêchés de se brancher à ce réseau et d'agrandir les câbles à fibre optique dans l'est de Nunavut, mais aussi de l'amener jusqu'à Nunavik, ce qui est la partie nord du Québec. Et on n'avait pas la capacité de connecter Labrador et Nunavut. Alors, une unité de branchement aurait coûté probablement 1 million de dollars. 1 million de dollars par unité de branchement. Mais comme on ne l'avait pas inclus sur le câble, on n'a pas pensé à ce besoin de coopérer ensemble. C'était une occasion incroyable, mais qui a été ratée. Pour notre entreprise, lorsque on a pensé à la construction de ce câble, on avait pensé au besoin d'avoir une unité de branchement pour connecter les communautés de Labrador. Nunavik est en train de construire un câble à fibre optique et ils ont besoin d'avoir des points de branchement aussi. La région Kilivik songe à un projet semblable aussi. Alors, on veut créer un réseau beaucoup plus robuste. C'est ça dont on a désespérément besoin. Je vais faire ça rapidement parce que j'ai l'impression qu'il me manque du temps. Il existe aussi une autre occasion qu'on examine. On vient de faire une étude de faisabilité sur un câble intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, télécommunication fiable et surveillance scientifique. On aurait des capteurs et de la robotique sous l'eau ou sur le, le lit qui nous permettrait d'obtenir des données sur la température, le niveau de pression, les courants, mais aussi de bruit. Qu'est-ce qui se trouve dans l'environnement maritime? Est-ce que c'est un ensemble de baleines? Comme ça, on pourrait savoir en temps réel ce qui se passe et on pourrait dire au capitaine pour qu'il puisse les éviter, mais aussi pour les drones. Il y aura de plus en plus d'activités minières dans l'environnement maritime et nous n'avons même pas de données de base pour comprendre les répercussions. Et cela signifie que nous avons besoin de données, tout comme les forces militaires, pas simplement pour la connaissance de tous les domaines et pas simplement pour les principaux domaines. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Nous avons des cartes. Il faut que nous ayons une unité branche pour emmener le câble jusqu'à Thule, même s'il faut passer près du Groenland. Il faut que sur la côte est, du côté de Baffin, nous puissions relier les deux îles. Et la recherche scientifique nous aide avec le suivi maritime. Il y a également la question de la protection maritime parce qu'il y a beaucoup de vie sauvage dans cette zone. Et ça aussi, c'est une information importante pour les forces militaires. Donc, il faut maximiser les synergies. C'est vraiment un scénario de gagnant, gagnant, gagnant. Et un petit peu différent de ce que nous faisions en général au Canada où on a 50 millions de dollars dans les communications, mais ensuite pas grand-chose. Voilà. Le réseau doit être une force motrice, une force multiplicateur pour l'Arctique, pour l'économie numérique de l'Arctique, pour que nous puissions apporter richesse et prospérité aux populations. Et écoutez, je crois que je vais en rester là parce que je sais que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Je voulais simplement vous montrer ici une image pour que vous compreniez ce que ce réseau
comment ce réseau est représenté. Donc, vous voyez avec les éléments de coopération internationale, avec Emoline, qui est une entreprise qui va construire le deuxième câble de fibre optique de la Norvège jusqu'au Labrador. Il y a beaucoup d'énergie qui permettent à des centres de données de communauté au niveau intercontinental. Donc, une fois de plus, ces partenariats font sens. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à Mark Riley. Bonjour à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. En général, je suis de l'autre côté de la salle, mais c'est clair que nous sommes le deuxième jour et la fatigue s'accumule. Ce que je vais faire, c'est parler des intérêts de défense canadiens et de la recherche et du développement. Je vais essayer d'être rapide parce que nous sommes en retard. Vous allez rapidement comprendre de quoi il s'agit. Je vais parler également des défenses de sécurité, des menaces contre la sécurité. On en a parlé. Il y a la compétition dans l'Arctique, la Chine, la Russie qui sont les principaux acteurs et qui sont sous le seuil des tactiques. Et ça, c'est lié également à la modernisation, du NORAD et aux intérêts climatiques et sécuritaires. Alors, j'avance rapidement. C'est vrai que nous avons des modifications maritimes, nous avons la calotte polaire, nous avons des schémas climatiques de plus en plus agressifs, le permafrost, la fonte des glaces, les activités biologiques sur terre et en mer et toutes les implications sur les activités humaines. Ça, c'est une diapositive un petit peu chargée, mais il y a quelques mois, nous avons mené une étude pour comprendre l'impact du changement climatique sur les opérations militaires. Il y a ici de nombreux exemples, mais de façon générale, on peut résumer les choses en 3 points. L'environnement stratégique, les avoirs et les installations, et les missions et les opérations multidomaines. Ici, on voit très rapidement les effets sur l'environnement stratégique. Naturellement, les changements climatologiques vont créer des opportunités et des menaces qui vont affecter les intérêts stratégiques dans le Nord. Il peut y avoir, par exemple, un problème au niveau du passage des navires dans le nord de l'Arctique. Cela peut concerner, par exemple, la mesure de l'environnement maritime, par exemple, la profondeur, les objectifs de navigation. Et en ce qui concerne les avoirs et les installations, il y a l'érosion du littoral, le permafrost, l'accès qui diminue aux routes et aux voies d'accès. Et il y a peut-être des points communs concernant les infrastructures, comme nous l'avons entendu parler. Il y a beaucoup de points concernant les infrastructures. Il y a les missions, les opérations multidomaines. La fréquence des opérations et du trafic dans la zone arctique devrait augmenter, pas simplement pour les militaires, mais également pour les civils. Et de façon générale, il peut y avoir également une augmentation du trafic pour l'extraction de ressources. Ce qui signifie qu'il peut y avoir, par exemple, une augmentation d'opérations de sauvetage et donc, en parallèle, une augmentation des besoins de sensibilisation, c'est-à-dire de connaître réellement les besoins de la région arctique. Beaucoup de ces effets exigent la coopération avec les autorités civiles, avec les communautés autochtones et avec la vision des connaissances traditionnelles. On en a parlé, comme par exemple la connaissance du climat dans les opérations de sauvetage et la coopération avec les instances gouvernementales.
Donc, nous avons bien entendu les lignes d'orientation qui ont été évoquées déjà à plusieurs reprises hier, c'est-à-dire l'engagement, la protection de la sécurité et l'engagement, mais également renforcement des capacités et du matériel pour permettre à la FAC de mener à bien sa mission et de poursuivre sa modernisation. Ici, quelques thèmes très rapidement. J'ai créé 4 domaines, mais il y en a d'autres, bien entendu, qui sont en cours de développement et qui permettront de faire avancer d'autres domaines. Mais nous l'avons entendu parler, donc je les liste ici. D'abord, l'amélioration de la surveillance du Nord canadien et du Nord maritime comme un système tout domaine, le système des systèmes. Améliorer la transformation du commandement du contrôle et des communications. On a beaucoup parlé des communications avec un multi-usage et la communication, c'est un thème sur lequel il faudra revenir tout à l'heure. Améliorer la souplesse et la durabilité des forces armées et des opérations NORAD dans les zones du Nord. Maximiser la contribution de la défense à la résilience nationale et communautaire et encourager la recherche et développement verte avec de nouvelles innovations. Au niveau national, l'une des façons où nous collaborons et coopérons avec le secteur privé, avec l'université, ce sont les appels d'offres lancés tous les ans. Et nous avons entre 4 et 6 propositions à chaque fois. Nous demandons à l'industrie de faire des propositions. Nous avons ensuite un mécanisme d'évaluation et nous finançons entre 8 et 10 propositions. Ici, vous avez quelques exemples propres à l'Arctique. Ce sont des projets qui sont en cours. L'un concerne les communications à l'Arctique et l'autre concerne les turbines et l'autre concerne la sécurité des avoirs et des installations qui sont situés dans la zone. Et je passe maintenant à la déclaration nord-américaine Canada-États-Unis, qui joue un rôle fondamental dans tout cela. Les États-Unis et le Canada sont des partenaires traditionnels bilatéraux par le biais du commandement NORAD, du commandement bilatéral. Ces 2 pays se sont engagés de longue date à renforcer leur coopération dans la zone arctique. Je vais laisser ceci en arrière-plan pour l'instant. Alors, en ce qui concerne la recherche et développement, les exigences pour NORAD sont semblables à celles qui s'appliquent aux forces armées canadiennes dans un environnement arctique. Donc, connaissance des domaines, défense, contrôle, contrôle des menaces, renforcer la mobilité, pas simplement sur terre, mais également au niveau maritime, naval, en fonction du flux commercial avec les zones glaciaires. Et cela exige une plus grande coopération avec les États-Unis et avec des partenaires nationaux et, espérons-le, des entreprises du Nord. Passons maintenant au budget 2021 pour le gouvernement du Canada. Le gouvernement a fourni un gros investissement de 163 millions sur 5 ans pour renforcer les recherches et développements permettant la modernisation de NORAD. Et il découle de cela les objectifs liés à la modernisation, à savoir l'amélioration du commandement et du contrôle dans tous les domaines. On l'a entendu dire hier, les nouvelles générations de radars. On s'intéresse également à Space, c'est-à-dire les radars de nouvelle génération, les radars aérospatiaux de nouvelle génération. Et puis, il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais citer qui sont propres à la zone arctique et qui sont liés aux hypersoniques pour la sécurité. Et nous espérons également avoir moins de constellations dormantes
satellitaire dans le Grand Nord. À l'échelon international, l'OTAN a développé récemment. Ah, il me reste 2 minutes, on me dit. D'accord. Donc, l'OTAN a publié son plan d'action récemment. Le Canada travaille avec l'OTAN. Il y a eu 3 ateliers. Le premier s'est tenu au mois de juin de cette année. Et c'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Nous avons le Centre d'excellence climat et sécurité. C'est un centre d'excellence canadien et il y a la définition des 4 piliers d'action dans ce plan d'action, c'est-à-dire la conscience, la connaissance, l'adaptation, l'atténuation et la portée. Maintenant, quelques facilitateurs. Bon, on pourrait citer le CMRE, c'est-à-dire le Centre de la le Centre de recherche maritime et d'expérimentation. Il s'agit de voir également ce qui se passe au niveau des communications sous-marines. Pour le Canada, le Centre d'excellence changement climatique et sécurité est le plus important. Il a été annoncé l'an dernier et parmi les ateliers qui seront organisés, l'objectif sera de créer un plan de travail pour ce centre. C'est un centre qui devrait démarrer ses opérations au printemps 2023. Donc, le premier atelier a été organisé avec tous les partenaires de défense de l'OTAN et puis au fur et à mesure, on va intégrer d'autres partenaires, d'autres intervenants liés au monde universitaire, au monde du changement climatique, enfin d'autres partenaires. Maintenant, quelques mots sur le Forum d'engagement arctique. On en a également parlé. Ça a été une année assez pleine. Il y a eu le dialogue de défense et de sécurité de l'Arctique. Alors, j'ai dépassé mon temps de parole, semble-t-il. Alors, si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Je suis vraiment désolée de vous interrompre, Marc. Vraiment, je suis tout à fait désolée parce que nous n'avons plus de temps pour les questions. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que nous allons faire une pause. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à nos conférenciers pendant la pause. Personnellement, j'ai quelques questions à vous poser pour après. J'aimerais revenir sur certaines présentations et puis une question a été posée en ligne. Ce que je retiens de cette discussion, de ces présentations, est qu'il y a de fait une demande croissante pour la coopération transfrontière. Beaucoup de thèmes sont communs et cela exige qu'il faille renforcer la coopération interne également. Ça, c'est ce qui ressort des présentations. Toutes mes excuses. Je suis modérateur de cette séance et nous n'avons pas le temps pour les questions-réponses. J'en suis tout à fait désolée. Mais joignez-vous à moi pour applaudir nos conférenciers.